Dans l'émission précédente, nous avons posé le chauffage par le sol au rez-de-chaussée à l'aide d'un kit. Avec les bonnes instructions, nous avons fait en sorte que tous nos circuits soient placés correctement. Dans cette étape, nous allons réaliser notre chape. Mais avant, nous allons encore faire vérifier l'absence de fuite dans notre chauffage par le sol. Nous serons ainsi sûrs que tout va bien avant de ne plus y avoir accès. Nous confions ces travaux importants à des professionnels et ne comptons pas économiser là-dessus. Nous serons ainsi certains d'un résultat parfait. Nous avons déjà placé toutes les conduites de notre chauffage par le sol et les avons raccordées à nos collecteurs. Mais pour être sûr que l'installation complète ne présente pas de fuite, notre fournisseur effectue encore un test de pression. À l'endroit où se trouve le purgeur sur le collecteur inférieur, il connecte un nanomètre. Ce purgeur n'est en principe tout de même pas nécessaire car il y en a déjà un sur notre autre collecteur. Après avoir contrôlé si les raccordements étaient bien serrés, il met de la pression sur l'installation à l'aide d'un compresseur. Toutes les conduites sont ainsi remplies d'air jusqu'à atteindre 4 bars de pression. Cela prend bien sûr un moment pour que l'installation soit complètement remplie. Entre-temps, les raccords des conduites au collecteur sont donc encore resserrés. Une fois qu'il y a suffisamment de pression, ce que nous pouvons lire sur le nanomètre, l'absence de fuite peut être contrôlée réellement au niveau de tous les raccordements. Vous pouvez le contrôler en pulvérisant un peu d'eau savonneuse sur le raccord. Car si de l'air devait encore pouvoir s'échapper, comme cela est le cas dans cet exemple, cela donnerait en combinaison avec le savon de petites bulles d'air. Vous pouvez donc ainsi savoir que le raccordement n'est pas encore parfait à cet endroit et qu'il doit encore être étanché. Si nous contrôlons minutieusement tous les raccords et qu'il n'y a pas de bulles d'air, nous pouvons considérer que notre installation ne présente pas de fuite. Nous laissons aussi l'air dans nos conduites pendant la pose de la chape. En cas de fuite, vous verriez alors la pression diminuer. Nous pouvons donc continuer de l'utiliser comme moyen de contrôle supplémentaire. Si votre nanomètre indique toujours 4 bars une fois la chape réalisée, c'est qu'aucun dommage n'a été occasionné. Nous allons enfin encore étiqueter nos circuits. Nous saurons ainsi toujours par la suite à quelle pièce chaque circuit correspond. Afin de ne pas salir notre collecteur, nous collons un bout de ruban adhésif de peintre dessus, sur lequel nous notons le numéro des circuits tant que l'ordre dans lequel ils ont été raccordés est toujours bien frais dans notre mémoire. Il y avait aussi avec notre livraison une feuille avec les positions de valves prescrites. En ouvrant ou en fermant plus les valves, vous déterminez la quantité de pression sur votre circuit. Un circuit plus long a en effet bien sûr besoin de plus de pression pour distribuer l'eau. Si vous réglez les positions de valve selon les directives du fournisseur, chaque pièce devrait avoir une chaleur uniforme. Par la suite, vous pouvez toujours ajuster manuellement selon la température que vous souhaitez par pièce. C'est pourquoi il est aussi pratique d'accrocher un plan près de vos collecteurs sur lequel tous les circuits sont indiqués. Vous retrouverez ainsi facilement quel circuit vous devez par exemple ajuster pour adapter la chaleur dans la cuisine. Avant que le chauffage par le sol soit recouvert par la chape, nous prenons encore quelques photos de la situation. S'il s'avérait nécessaire par la suite de savoir exactement jusqu'où se trouve le chauffage par le sol, nous aurions ainsi ce moyen de contrôle supplémentaire. Il est donc temps de passer à l'étape suivante dans notre construction du sol. La construction du sol dans un projet de rénovation dépend à chaque fois de l'épaisseur globale que vous pouvez avoir. Cette épaisseur globale détermine donc combien d'isolation, de chape et de finition de sol vous pouvez placer. L'épaisseur de la quantité d'isolation que vous pouvez placer détermine alors quel type d'isolation vous avez intérêt à prendre. Chaque type d'isolation a en effet une valeur d'isolation différente. Sur l'isolation vient le chauffage par le sol, comme nous avons ici aussi.
La chape vient ensuite sur le chauffage par le sol. Et l'idéal consiste à avoir tout de même bien 6 cm de chape au-dessus du tuyau afin que la chape et que le chauffage par le sol fonctionnent bien. Sur la chape viendra enfin la finition de sol. Maintenant que le chauffage par le sol est en place, nous pouvons donc poser la chape. Nous confions ce travail à un professionnel expérimenté, car il n'est pas facile à réaliser soi-même. Il faut en effet énormément de savoir-faire pour pouvoir poser une chape parfaitement plate. Le chapiste amène aussi les matériaux lui-même. Dans un camion adapté, le sable est mélangé directement avec tous les autres ingrédients, ce qui permet toujours de poursuivre rapidement le travail. Pour la pose de la chape, il faut indiquer au chapiste à combien en dessous du trait nul il faut travailler, et cela varie fortement. Dans le cas d'une dalle céramique faisant généralement 1,2 cm, il faut encore ajouter la colle, et vous arrivez environ à 1,5 cm. Dans le cas d'un parquet, cela dépend aussi de l'épaisseur du parquet, et cela peut donner 2 cm. Et dans le cas d'un sol coulé, on peut tourner autour de 3 mm. Le chapiste doit donc le savoir pour pouvoir travailler soigneusement en fonction de cela. Outre l'indication de la construction du sol, nous devons encore faire un certain nombre de choses en guise de préparation. Là où cela est nécessaire, nous plaçons un coffrage, nous veillons à ce que le trait de niveau soit indiqué correctement sur tous nos murs, et nous établissons un plan de chape afin que le chapiste puisse travailler sur cette base. Il commence en haut de la maison, de manière à ce qu'il ne faille pas marcher sur la chape fraîche avant qu'elle soit sèche. Une première étape, très importante, consiste à placer l'isolation de bord. Au rez-de-chaussée, nous l'avons déjà fait lors de l'installation du chauffage par le sol. Mais nous devons aussi le faire aux 2 autres étages, car là aussi, la chape peut se dilater. À l'aide d'un bord flexible, cette dilatation par rapport au mur est compensée. Ici, l'épaisseur de la bande est d'1/2 cm. Avec le chauffage par le sol, c'est le double, à savoir 1 cm, parce que la chaleur peut générer un retrait ou une dilatation plus forte. Cette isolation est nécessaire sur tous les bords et est maintenue en place dans un premier temps avec un peu de chape. Une chape garantit un support stable pour poser n'importe quel type de finition de sol dessus. Le mélange est composé de sable, de ciment et d'eau. Les proportions de mélange dépendent du type d'application. Le mélange est généralement un peu onctueux, mais il reste bien ferme une fois tassé et ne coule pas. L'épaisseur de votre couche détermine aussi le type de chape qu'il vous faut. En général, on recommande une couche de chape ordinaire d'au moins 5 cm. Et si vous n'avez par exemple de la place que pour 3 cm, vous pouvez vous tourner vers une chape anhydrite. Celle-ci est liquide et composée spécifiquement pour obtenir une solidité aussi bonne avec une épaisseur moindre. Un sol en sable-ciment est posé pour compenser des irrégularités ou des différences de niveau, ou pour amener le sol à un certain niveau. En soi, il n'a pas de fonction portante. Il doit donc être posé sur un sol portant. Dans la plupart des cas, un additif est aussi ajouté au mélange. Nous ajoutons ici une pâte de fibre de granit. Cette pâte contient de très petites fibres de matière synthétique, renforçant la résistance de la chape. Les fibres remplacent pour ainsi dire une armature et on obtient donc de cette manière un genre de chape armée. Le renfort dû aux fibres réduit également le risque de retrait et de fissure. Cette chape convient de ce fait aussi pour le chauffage par le sol. Elle résiste en outre mieux à l'humidité, ce qui est notamment pratique dans les pièces humides. Une fois l'isolation de bord posée, la pose de la chape proprement dite peut débuter. Le chapiste a toujours une personne avec lui pour l'aider, qui veille à amener le mélange. Le chapiste passe ensuite pour tout finir droit et selon le niveau souhaité. Le mélange est d'abord appliqué sur les bords. Via un tuyau raccordé au semi-remorque avec les matériaux, la chape est transportée à l'endroit souhaité. À l'extrémité, il y a un embout spécial faisant en sorte que la masse sorte bien répartie du tuyau. L'aide dépose donc d'abord le sable ciment en bande le long des bords
car c'est là que le chapiste débute la finition. Il commence par tasser la chape et vérifie ensuite avec un accessoire qu'il a fabriqué lui-même à différents endroits le long du bord si elle est à la bonne hauteur. Dans notre cas, la chape doit arriver à 3 mm du niveau du sol fini au premier et au deuxième étage, car un sol coulé y sera posé. Au rez-de-chaussée, où se trouve aussi le chauffage par le sol, il chape jusqu'à un niveau de moins 3 cm. Une dalle en pierre naturelle avec un matelas de dilatation en dessous y est en effet prévue comme finition de sol. Au rez-de-chaussée, il est très important que cette hauteur soit respectée minutieusement, car les portes extérieures y sont déjà placées et il faut donc veiller à ce que le sol passe encore bien sous la porte. Outre le contrôle selon le niveau du sol fini indiqué avec son accessoire, le chapiste procède dès lors toujours à un contrôle supplémentaire avec des cales en bois. Celles-ci font exactement 3 cm d'épaisseur. En les tenant sur la chape au niveau du seuil, il peut donc vérifier si la porte peut encore s'ouvrir et se fermer sans toucher les cales. Nos fenêtres arrivent aussi au même niveau que le sol. Il utilise donc à nouveau les cales en bois au niveau des fenêtres. En mettant d'abord tous les bords d'une pièce à niveau, le chapiste fait en sorte que cela puisse servir de hauteur de référence pour le centre. L'aide remplit alors d'abord cet espace avec le mélange et ensuite le chapiste peut se remettre au travail. Avec une règle ou une latte en aluminium, il lisse la chape. Avec ce mouvement de glissement et parfois en zigzag, il tasse le mortier et garantit un résultat plus plat. Il tient aussi constamment un niveau sur sa latte afin de pouvoir toujours contrôler pendant le lissage s'il travaille bien droit. Car le but est tout de même que la chape soit aussi plate que possible, de manière à ce que la pose du reste de la finition de sol soit un jeu d'enfant. Là où cela est nécessaire, il doit de temps en temps, pendant le lissage, retirer ou ajouter un peu de matière et à nouveau surfacer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bosses ni de trous visibles dans la surface. Ensuite, il lisse la surface avec une racloire, de manière à obtenir un résultat lisse comme un billard. Grâce à ce lissage, la chape en sable-ciment ne doit pas non plus être poncée après durcissement. Le chapiste passe encore alors avec une taloche sur le sol afin de poncer une dernière fois et de chasser éventuellement l'excédent d'humidité. Cette taloche est également pratique pour lui pendant les travaux en tant qu'appui, car grâce à la répartition de la pression, il peut tout à fait s'appuyer dessus sans endommager le travail déjà réalisé. Le chapiste prévoit enfin encore des joints de dilatation dans la chape. Cela est particulièrement nécessaire dans le cas de plus grandes surfaces. La chape est ainsi ininterrompue et les différentes zones ont un peu de jeu pour bouger, ce qui limite le risque de fissuration. Au premier et au deuxième étage, il suffit simplement de prévoir un joint. Une latte à côté en biais est enfoncée dans le sol pour réaliser la découpe. Sur le plan de chape de l'architecte, le chapiste peut voir à quels endroits cela doit être fait. En général, cela se fait au niveau des ouvertures de porte. Pour notre chape au-dessus du chauffage par le sol au rez-de-chaussée, prévoir simplement une ouverture ne suffit cependant pas. Là, une isolation de bord doit être aussi placée dans le joint, car à cause du chauffage par le sol, la chape est plus en proie à la tension et un tampon supplémentaire est nécessaire. Le fournisseur du chauffage par le sol nous a également fourni un plan de chape sur lequel il est indiqué à quels endroits un joint de dilatation doit être prévu. À ces endroits, nous avons placé des manchons de protection supplémentaires sur nos conduites, parce que la chape doit d'abord être raclée au niveau du joint pour pouvoir y placer l'isolation de bord. Nous évitons ainsi que notre chauffage par le sol soit endommagé. Nous prévoyons ici à nouveau une couche tampon d'isolation de 1 cm afin de permettre une dilatation suffisante. Ensuite, la chape est à nouveau comblée jusque contre le joint et finie proprement.
Pour le temps de séchage de la chape, vous devez par ailleurs compter 1 semaine par centimètre de chape, et ce pour les 5 premiers centimètres. Si votre chape fait plus de 5 cm d'épaisseur, vous avez intérêt à prévoir pour les centimètres suivants 1 semaine et demie de temps de séchage par centimètre. Environ 4 jours après la pose, vous pouvez déjà marcher sur le sol. Mais ce n'est donc qu'après X semaines que vous pouvez également le charger réellement ou le finir. Comme nous avons confié ces travaux à des professionnels, nous n'avons pas pu réaliser d'économie. Notre montant économisé total reste donc pour le moment à 58 030 €. Dans la prochaine émission, nous placerons nos contre-cloisons et nos cloisons de séparation après avoir respecté le temps de séchage nécessaire de la chape. Nous construirons l'ossature de nos parois avec des profilés et les finirons ensuite avec de l'OSB et du carton plâtre.